Bonjour et bienvenue sur la chaîne Expansion du réel. Dans cette vidéo, nous allons parler des animaux domestiques et plus particulièrement des chiens et des chats. Avec Anne-Claire Assens, comportementaliste animalier, nous allons découvrir leur psychologie, leurs besoins, mais aussi les troubles du comportement qui peuvent parfois les affecter. Tout cela pour mieux comprendre son animal de compagnie et mieux vivre ensemble. Anne-Claire, est-ce que vous pouvez brièvement vous présenter ? Oui, alors je suis parisienne, je vis ici depuis quelques années. Quand j'étais petite, j'ai toujours aimé les animaux, comme tous les enfants, je pense. C'est une sensibilité qu'on a des petits, que j'ai continué à explorer toute ma vie. Et j'ai commencé à 6 ans à monter à cheval. D'abord à cheval, après à poney club. Voilà, j'avais une relation particulière avec les animaux. Ça me faisait vraiment du bien de travailler avec eux, de pouvoir les rencontrer chaque semaine. Chez moi, il n'y avait pas d'animaux, donc au début, j'ai beaucoup insisté auprès de mes parents pour avoir évidemment un chat, un chien comme tout le monde. Au bout d'un moment, à force d'insistance, j'ai fini par avoir un chat. Donc j'étais ravie et partant de là, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus au monde animal, notamment aux animaux de compagnie. Donc j'ai fait une formation pour devenir comportementaliste animalier, pour pouvoir développer cette capacité à les comprendre et à exprimer ce qu'eux expriment déjà, mais sans mots et sans parole. D'accord. Alors nous allons tout d'abord parler des chats, donc qui sont les animaux domestiques les plus nombreux en France, avec près de 12 millions de chats domestiques. Donc est-ce que vous pouvez nous décrire la psychologie du chat et ses besoins fondamentaux ? Oui, alors les chats, c'est des êtres assez indépendants, on va dire, mais qui aiment la routine. Donc ils sont habitués à vivre avec l'homme depuis très longtemps. Ils servaient notamment à terminer les restes de table, à chasser les souris, à chasser les rats dans les fermes. Donc ils se sont rapprochés de l'humain parce qu'ils étaient en bonne symbiose avec lui, c'est-à-dire qu'il leur rendait des services et le chat trouvait son compte en trouvant une alimentation assez régulière auprès de l'humain. Là-dessus, les gens maintenant adoptent des chats pour des questions totalement différentes. Il n'est plus question de chasser des souris, ou très rarement, mais pour des questions affectives, parce que c'est un animal qui va rassurer, qui va être un animal sensible, doux, de confort, qu'on peut caresser, etc. Et esthétique en même temps, un très bel animal, quelles que soient les races, même si ce n'est pas une race d'ailleurs. C'est des êtres qui peuvent être captivants et qui vont apporter beaucoup au quotidien des gens dans leur bien-être au quotidien. Donc c'est un rapport symbiotique qu'on a déjà avec cet animal quand on le choisit. Il y a des gens qui sont type chat, on va dire, et d'autres type chien, d'autres qui vont adopter les deux bien sûr, mais en règle générale, il y a des gens qui ont toujours une préférence pour plutôt un chat ou un chien, pour leur mental justement. Et alors qu'est-ce qu'on peut dire justement de leur psychologie quels sont les besoins vraiment du chat au quotidien par rapport à un chien, parce que le chien et le chat n'ont pas du tout le même type de besoin. Oui, alors le chat, effectivement, il a besoin d'une routine, comme je disais. Donc c'est un être qui peut être très indépendant, donc qui peut avoir ses journées où on ne le voit pas trop, on se dit mais il fait sa vie, il s'en fiche qu'on soit, pas du tout. Ils ont leur rythme en fait, qui est différent du nôtre. Donc ça dort beaucoup, un chat, ça dort entre 12 et 15 heures par jour. Donc voilà, c'est déjà pas mal. Ça l'occupe beaucoup. Ils ont leur rituel de nourrissage, c'est-à-dire qu'ils aiment bien avoir leur nourriture en abondance chaque jour. Pour être rassurés, c'est bien de leur donner toute leur nourriture, par exemple le matin ou le midi, et qu'eux-mêmes se régulent parce qu'ils vont faire des tout petits repas tout au long de la journée. Ils ont un petit estomac, donc ils mangent quand ils ont faim. C'est pas comme un chien où on donne. Non. Il faut que toute la journée il puisse avoir accès. Oui. Pour pas être stressé. Voilà, c'est plus rassurant pour lui de savoir qu'il reste quelques croquettes dans la gamelle, même si c'est pas beaucoup, mais ça va les aider à se dire je peux tenir jusqu'au prochain repas, il me reste quelques croquettes, tout va bien. Donc il faut pas hésiter à leur donner en une fois tout ce qu'ils peuvent manger. Il faut respecter leurs besoins de sommeil, bien sûr. C'est pas des peluches, on va pas aller les caresser tout le temps à volonté, à satiété.
Ça répond très peu aux ordres, mais ça peut en comprendre quelques-uns. Ça peut comprendre le nom notamment, ou descend, ou revenir, le rappel aussi, hein, par des sifflements, notamment des ultrasons, des petits sifflets ultrasons, ça marche très bien sur les chats. Il s'agit de récompenser énormément quand ils vont avoir fait une action qu'on souhaitait. Donc par exemple, le retour, on siffle, le chat revient, on caresse énormément, bah voilà, on a réussi à lui apprendre quelque chose. Après, il faut savoir que c'est pas du tout comme le chien au niveau du dressage, hein. On va pas pouvoir lui apprendre des choses trop compliquées ou trop difficiles ou qu'il ne voudra pas mettre en œuvre, parce que ça dépend vraiment toujours de sa bonne volonté. Et un chat s'intéresse en moyenne une quinzaine de minutes à ce qu'on lui demande. Donc, faut y aller par petites touches. Voilà. Alors justement, si on veut adopter un chat, quelles sont les questions à se poser? Alors les questions à se poser, c'est déjà, est-ce qu'on va être disponible sur les 20 prochaines années pour ce chat? Parce que les gens voient tout de suite le petit chaton, c'est mignon, il est adorable, c'est craquant. Ils sont faits pour ça. Leur physionomie est faite pour qu'on ne leur fasse aucun mal, hein. C'est la nature qui leur a donné ce moyen de survivre en étant adorable. Donc c'est très difficile de ne pas craquer sur un chaton. Par contre, il faut se rendre compte que ça vit en moyenne 15 à 20 ans. Donc il faut savoir si on aura le budget pour eux sur ces 15 années, parce que c'est un budget en tant vétérinaire, que les croquettes, que le faire garder, etc. Au niveau du budget, justement, il faut compter à peu près combien minimum par mois, on va dire? Je dirais une cinquantaine d'euros à peu près. C'est une moyenne, sachant qu'il y a des animaux qui peuvent être beaucoup plus fragiles, comme ceux qui sont des chats de race par exemple, peuvent avoir selon les races des faiblesses dans leur organisme. Et donc on se retrouve à aller chez le véto régulièrement, le vétérinaire. Bon, c'est toujours un peu coûteux, hein. Il y a aussi la stérilisation au tout début de vie auquel il faut penser, hein. C'est environ 120 € pour un chat mâle et 180 pour une femelle. Donc tout mis bout à bout, c'est un gros budget. Et c'est un budget qu'il faut étaler sur le temps, sur la vie, sur 15 ans, et être toujours sûr d'avoir l'environnement propice pour l'accueillir. Donc pas vouloir d'un coup 10 chiens, pas vouloir changer d'appartement pour un tout petit studio ou des choses comme ça. Des choses qui peuvent arriver dans une vie. Voilà. Donc, il faut se dire, est-ce que je serai toujours capable de lui offrir un foyer accueillant? Et au niveau matériel, justement, quels vont être ses besoins? Par exemple, il y a de plus en plus de personnes qui prennent des chats en appartement dans les villes. Est-ce qu'il y a une taille d'appartement minimum, on va dire? Est-ce qu'il faut absolument un balcon? Est-ce qu'il y a des choses matérielles auxquelles il faut penser? Alors, au niveau de l'espace vital, je dirais que une trentaine, une quarantaine de mètres carrés, c'est vraiment un minimum, parce qu'un chat a quand même besoin de courir, de se dépenser un petit peu, de se défouler, surtout dans ses jeunes années. Maintenant, si vous adoptez un chat, parce que ça se fait beaucoup l'adoption, hein, vous adoptez un chat qui est déjà adulte ou âgé, là vous pouvez effectivement avoir un appartement relativement petit. C'est pas très grave parce qu'il va moins courir, il va peut-être être déjà habitué à une petite surface, donc c'est pas un souci. Le balcon? Le balcon, c'est nécessaire? Surtout pas. D'accord. Alors si on peut éviter les balcons, il vaut mieux, parce que 80% des accidents graves qui vont arriver à un chat en ville sont liés au balcon. C'est-à-dire qu'on le laisse faire, on le laisse y aller, on le laisse explorer, hein, c'est tout à fait louable. Sauf que il peut y avoir des oiseaux qui passent. Il peut y avoir des tentations de regarder, de grimper sur la balustrade. Et c'est souvent en faisant ces actions que le chat fait naturellement, parce que c'est un prédateur, donc il va avoir envie d'attraper un oiseau, d'explorer, de sauter. Là, il risque de tomber, et malheureusement, ces chutes sont bien souvent fatales. Donc je déconseille le balcon à nu. Maintenant, il existe des filets de protection qui peuvent bien sûr s'intégrer parfaitement et être pas trop moche à regarder, donc sur les balcons des gens qui veulent être propriétaires de chats. Mais j'insiste bien, il faut les mettre, ces filets de protection, bien les fixer, parce que ça va sauver la vie de votre chat un jour. Voilà. Et au niveau de la présence des personnes, si on prend un petit chat et qu'on travaille, donc toute la journée on n'est pas là, quel est le temps de présence minimum, on va dire, pour un petit chat, qui j'imagine aura plus de temps, besoin de quelqu'un petit, et ensuite d'un chat adulte? Alors, un petit chat, effectivement, normalement,
il a sa mère ou sa fratrie autour de lui. Il a besoin de ces sollicitations pour apprendre la vie, pour explorer en toute sécurité aussi, c'est-à-dire pas aller grignoter des fils électriques, pas se mettre en danger en allant justement sur des rebords de fenêtres ou des choses comme ça. Donc une surveillance accrue, je dirais jusqu'au 4e mois, c'est bien. Jusqu'à 6 mois, ils vont être très actifs, très joueurs, très exploreurs, plein de vie. C'est aussi le moment d'en profiter, comme on dit aux mamans, aux jeunes mamans, il faut en profiter, il est encore petit ton bébé, tu vas voir, ça passe vite. Un chat, ça passe 10 fois plus vite. Donc c'est vrai que les 6 premiers mois, moi je conseille que la personne puisse être le plus disponible possible. Après c'est en fonction de chacun bien sûr. Ou sinon aussi de pouvoir réserver une pièce où il n'y a aucun danger à l'animal pour, lors des absences, ne pas le laisser seul dans un environnement trop riche, même si c'est grand. C'est pas le but qu'il profite forcément de tout l'espace, le but c'est qu'il profite de l'espace qu'il a, mais de manière sûre. Voilà. Après, un chat peut rester seul toute la journée où on est au travail sans problème. Si le soir il vous voit, s'il a eu sa ration de nourriture avant que vous partiez, donc en étant rassuré sur le fait qu'il ne va pas mourir de faim en votre absence. Voilà. Mais un chat laisse plus facilement partir son maître qu'un chien, je dirais. Et à partir de quel âge, justement, quand on choisit de prendre un chat, à partir de quel âge on peut le prendre? Parce qu'il ne faut pas qu'il soit trop petit. Et vers quelles institutions, entre guillemets, on peut se tourner pour trouver un chat, soit des particuliers, des professionnels, et vers lesquels ne pas se tourner? Alors, pour trouver un chat, l'adoption déjà peut se faire à partir de, je dirais, 2 mois. 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois. Maintenant, encore une fois, il n'y a aucune obligation d'adopter un chaton. Vous pouvez très bien faire le choix d'adopter un chat adulte qui aura déjà son caractère de fait. Donc si vous voulez un chat très câlin, très joueur ou très calme ou indépendant, vous saurez déjà comment il est dans sa personnalité et à quoi il peut s'adapter, s'il vit en appartement ou à la campagne, etc. 2-3 mois sinon, parce qu'il faut le temps du sevrage avec la mère. Il faut que la mère ait pu lui apprendre des choses. C'est très important pour lui, pour son développement adulte. Donc il faut choisir l'endroit où on va adopter avec soin parce que ça peut avoir des répercussions après sur toute la vie du chat. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui choisissent une race parce qu'ils aiment bien telle ou telle race, ils vont aller choisir l'éleveur de telle ou telle race. Prenez conseil auprès d'autres gens qui ont cette race de chat déjà, allez voir ce que ça donne une fois que le chat est adulte, quelles sont ses spécificités de caractère de sa race, et prendre éventuellement l'avis de quelqu'un pour savoir si l'éleveur est compétent. Un éleveur qui a plusieurs années derrière lui, des concours, qui a un bon environnement familial bien souvent pour élever le chat, va créer des chatons qui seront bien dans leur coussinet, qui vont équilibrer, voilà, tout à fait, et qui vont grandir bien. Là où je décommande particulièrement de trouver son animal, c'est dans les animaleries. Il y en a beaucoup, notamment à Paris. Les Parisiens ne sont peut-être pas au courant de tous les besoins nécessaires à l'animal avant de l'adopter et ne savent pas que justement cette période cruciale de quand ils sont petits, chiots, chatons, ne peut pas être zappée en mettant l'animal dans une cage sans stimulation après extérieure. Il va développer des troubles du comportement dès cette période-là. Et même si c'est peu de temps, même si à l'animalerie on vous dit mais il est là depuis un jour ou deux, voilà, c'est des gens qui cherchent à vendre. On ne connaît pas non plus la provenance de ces animaux, donc ça peut être de Belgique comme d'autres pays où on ne sait pas comment la mère a été traitée, comment le sevrage a été fait, comment la séparation avec la mère a été faite. Et tout ça va engendrer ensuite des problèmes psychologiques qu'on va retrouver chez l'animal adulte. Alors ça peut être très dangereux sur des chiens qui peuvent développer de l'agressivité, ne pas réprimer certains comportements. Les chats sont plus adaptables, plus malléables, mais ils peuvent développer des anxiétés quand même. Ils peuvent développer des phobies, des troubles, aussi à l'âge adulte, liés à cette période d'isolation forcée qui est complètement contre nature. Et bien sûr, on n'oublie pas qu'on peut adopter des chats déjà adultes. Oui. Y a beaucoup d'associations qui récupèrent des chats qui ont été abandonnés ou des chats des rues, etc. Tout à fait.
Et la plupart du temps, on veut prendre un petit chat parce que c'est mignon, etc. Mais finalement, ça reste petit quelques mois et après, ça devient adulte. Quel est l'intérêt aussi d'adopter un chat adulte? Alors, l'intérêt d'adopter un chat adulte, c'est effectivement de déjà connaître sa future personnalité, puisque ce sera déjà un peu établi, de savoir si on va bien s'entendre avec lui, puisqu'on recherche certaines qualités chez l'animal et on va savoir s'il les a déjà dans son comportement. Ça permet de le choisir sur un panel de chats énorme, parce qu'il y a beaucoup d'abandons, beaucoup de chats errants, beaucoup de chats qui sont laissés au bon soin de refuges ou d'associations de protection féline. Donc on est sûr de faire un heureux. Et un chat qu'on sauve va être reconnaissant toute sa vie, parce qu'il se rappellera d'une période troublée qu'il a eue auparavant, d'une période où il était dans l'incertitude et où il ne pouvait pas avoir sa routine et l'affection unique qu'il va avoir avec son maître. Donc quand il va retrouver ça, il va le rendre au centuple en affection, en qualité de partage de vie. Voilà. Donc ça peut être intéressant d'avoir un chat adulte pour ça. D'autre part, il aura déjà été très certainement stérilisé, donc il y a moins de frais aussi vétérinaires. Et puis, il y a moins de dégâts liés au fait que, comme il est adulte, il va moins jouer, moins explorer peut-être, moins détruire les meubles, des choses comme ça. Alors dans les chats adultes, en général, enfin même dans les petits chats, mais plutôt dans les chats adultes, peut y avoir parfois des comportements un peu inhabituels ou dérangeants, des chats qui peuvent ne pas faire forcément leurs besoins dans leur litière, ou qui peuvent griffer les canapés, les rideaux, etc. Est-ce que c'est le symptôme de quelque chose? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour qu'ils fassent leurs griffes ailleurs que sur le canapé par exemple? Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Oui, alors les chats ne parlent pas français ou anglais, hein, ils ont leur propre langage, le langage du chat. Ils ont des manières de s'exprimer par leur corps, par leur vocalise, par leur manière de bouger, d'être. Et le fait de griffer, par exemple, des meubles ou de marquer leur territoire avec ces griffades, c'est pour dire « dans cette maison habite un chat ». Donc ils le font en extérieur facilement et ça dérange personne parce qu'il y a un jardin, parce qu'il y a des arbres, parce que voilà, ils vont s'attaquer à des choses naturelles. Lorsque c'est dans un logement, évidemment, ils vont chercher aussi des matériaux qui font le même effet que l'écorce d'un arbre, par exemple, pour s'entretenir les griffes. Ils en ont besoin, c'est un fonctionnement naturel et ça leur permet aussi en même temps de déposer une odeur qui est leur odeur personnelle au travers de ces griffades. Elles sont souvent entre la porte d'entrée et sur un chemin qui va mener jusqu'à leur lieu où on les nourrit, leur lieu de nourrissage. Donc moi, ce que je recommande pour que les meubles soient préservés, c'est de leur offrir un espace réellement adapté aux griffures. Donc choisir un angle de mur convexe pour qu'il soit entre la porte d'entrée et l'endroit où on les nourrit, pour leur dire, ben voilà, si tu veux prévenir et mettre ta carte de visite et dire que c'est là que vit un chat, ce sera ici, ce sera cet espace dédié. Si c'est un carré de moquette bien agrafé à un mur à 30 cm de hauteur, il va préférer très certainement ça au canapé, aux meubles en bois, des choses comme ça. Après, il faut repérer l'endroit où il aime faire ses griffades et lui proposer donc le matériau le plus adapté. Après, ça peut être un panier en osier, ça peut être voilà. Mais lui laisser toujours un endroit pour qu'il puisse le faire, parce que sinon il va en trouver un de lui-même et ça peut être sur des affaires qu'on n'avait pas envie de voir abîmées. Et si un chat, pareil, fait ses besoins ailleurs que dans la litière? Ailleurs que dans la litière, alors ça c'est un trouble de la malpropreté. Il y a différentes origines, il y a pas de cas similaires. Maintenant, il faut voir la différence aussi entre de la malpropreté liée au marquage territorial. Donc un animal qui n'est pas stérilisé risque de marquer, notamment les mâles, son territoire en mettant son odeur. C'est une odeur très forte et très résistante parce qu'elle doit prévenir les chats alentours, donc même les chats des voisins et voilà, tout l'environnement. Ici existe un mâle reproducteur, donc bienvenue. Voilà, donc c'est sa manière de le dire et je peux vous assurer que c'est très prégnant comme odeur. Donc c'est pour ça que je recommande vivement la stérilisation de tous les chats, parce que de toute façon il y en a déjà beaucoup, il y en a déjà trop, ils se reproduisent très vite, très facilement. Donc à moins d'être éleveur, semi-pro ou professionnel,
il n'y a aucune raison de laisser son animal entier. D'accord. Et puis s'il fait des bêtises, vous m'avez parlé de la spray thérapie. Oui, alors c'est une des thérapies, elle n'est pas appliquée systématiquement parce que c'est assez efficace, mais c'est pas valable dans tous les cas. C'est-à-dire prendre une bouteille spray d'eau, comme pour vaporiser les plantes, de mettre de l'eau dedans et de se cacher plus ou moins pour envoyer un coup de pchit vers l'animal lorsqu'il a un comportement qu'on veut réfréner. Sur le fait, pas sur après. le fait, bien sûr. C'est sur le fait, et l'idée, c'est pas qu'il vous voit en train de le réprimander, mais qu'il se dise oh, il y a de l'eau qui m'arrive dessus pendant que je fais ça. Donc il va associer en fait un stimuli négatif à ce qu'il était en train de faire. Et quand il va faire le lien entre les deux, il va se dire bon, je vais arrêter de faire ça, il ne me pleuvra plus dessus. Voilà. Donc on ne lui a pas fait de mal, physiquement c'est pas très grave, un peu d'eau. Il y a un bruit, le bruit du pchit, qui va lui rappeler le feulement de sa mère, donc c'est une manière aussi d'éduquer quelque part. Mais on ne peut pas l'utiliser en permanence à tout propos. C'est vraiment ponctuel et dans certains cas où il y aurait une bêtise à faire, arrêter. J'aimerais aussi qu'on parle de l'influence, des interactions entre l'animal domestique et l'être humain, et particulièrement donc avec les chats. Donc les gens qui ont des chats, est-ce que leur vie, leur santé va être influencée par leur animal ? Alors oui, on dit qu'on vit plus longtemps lorsqu'on a été propriétaire d'un chat, ou de chats, de plusieurs chats, parce que le ronronnement est apparemment étudié actuellement scientifiquement pour voir à quel point il a un effet positif sur le rythme cardiaque et l'apaisement des gens qui vont être en contact avec un animal qui ronronne. Donc c'est apaisant, le chat, c'est un être qui vraiment va venir aider à calmer ses émotions, je dirais, à se poser, à avoir des moments affectueux aussi, de complicité, d'affection. Donc c'est des êtres qui apportent beaucoup à l'humain. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils font partie des êtres domestiqués, pas comme la girafe ou je ne sais quoi, parce que sont complémentaires de ce dont on a besoin. Donc avoir un animal de compagnie, c'est aussi, par exemple dans le cas d'un chien, permettre aux gens d'avoir des rapports sociaux, de sortir, de rencontrer du monde, de parler plus facilement aux gens. Donc ça peut être conseillé à des étapes de la vie, comme par exemple quand on arrive à la retraite, qu'on va peut-être moins avoir d'activité sociale, ça remet une énergie, ça redonne l'envie de marcher. Donc ça aussi c'est très bon pour la santé, de toute façon, de sortir, s'aérer, marcher une demi-heure par jour, c'est conseillé. Donc le chien apporte, mais le chat aussi, dans sa manière d'être, peut offrir beaucoup pour la santé humaine. Alors justement, on va parler maintenant des chiens. Donc il y en a presque 7 millions en France, mais ce chiffre a plutôt tendance à baisser. En quoi la psychologie du chien est-elle différente de celle du chat, et donc quels sont ses besoins fondamentaux ? Le chien, donc déjà c'est un être totalement à part du chat, même s'ils sont à quatre pattes les deux et qu'ils ont des poils, ça va s'arrêter là. Au niveau de leur psychologie, c'est des êtres qui ont besoin d'être plus cadrés, structurés. Donc il faut quand même s'y connaître un petit peu en chien, ou apprendre à s'y connaître pour dresser son chien. Bien souvent, les gens prennent l'animal chiot, petit, et ne connaissent pas les étapes du développement de l'animal. Or, c'est très important de respecter chacune de ces étapes de développement pour ne pas entraîner plus tard des troubles du comportement qui pourraient être liés à ces étapes qui ont été zappées. Donc le chien est quand même plus proche de l'homme au niveau mental. Il peut développer des pathologies assez similaires à celles de l'humain. Notamment des dépressions, des angoisses, des phobies, notamment parce que il va être un peu comme une éponge aussi de ce qui va lui arriver dans sa vie, comment il va avoir été traité,
Les chiens maltraités vont avoir une mémoire de ça très présente, même des années après, et peuvent continuer à garder des réactions vives par rapport à l'humain parce qu'ils ont subi des effets très négatifs de l'humain. Le chat, le chien, voilà, c'est dû complètement différemment, mais je dirais qu'il faut être au courant que ça demande un investissement quotidien bien plus important lorsqu'on prend un chien. Justement, au niveau de la psychologie des chiens, j'imagine qu'elle est très différente en fonction de la race du chien également. Oui. Est-ce que vous pouvez donner quelques exemples de races qui ont des besoins totalement différents? Alors j'aime bien prendre le Cavalier King Charles comme exemple parce que c'est un chien particulièrement adapté, je dirais, à la vie avec ses maîtres comme chien de compagnie. Je dirais qu'il y a des chiens réellement qui apprécient d'être comme des chiens chats, c'est-à-dire des chiens de compagnie qu'on va pouvoir laisser dans un coin, qui vont adorer les câlins, qui ne vont pas réclamer beaucoup de dressage difficile ou ferme, mais qui en même temps vont être souples dans leur psychologie et s'adapter aux enfants, aux invités, aux sorties, vont être plus simples à avoir avec soi au quotidien que d'autres types de chiens où ça va requérir beaucoup plus de solidité en tant que maître, d'être ferme, d'être carré, d'être concis et de garder une certaine distance avec l'animal pour qu'il se sente bien aussi dans sa tête, qu'il ne soit pas tout le temps éponge ou lien émotionnel. Tous les chiens ont un lien particulier avec leur maître, mais certains vont avoir besoin plus d'une activité en dehors de juste être compagnon que d'être juste le chien de canapé, on va dire. Donc une autre race, je dirais par exemple, je sais pas, même un labrador, qui est un chien de compagnie très traditionnel en France, c'est le chien le plus acheté en France. Même un labrador a besoin de structure, de cadre, d'apprendre, d'être éduqué, de sortir, d'avoir son sport quotidien et des activités, parce qu'il est capable de prouesses intellectuelles. On n'a qu'à voir les chiens d'aide aux aveugles ou aux personnes qui ont des déficiences psychomotrices ou mentales. Pardon. Ces chiens sont capables d'apprendre une soixantaine d'ordres parfaitement et peuvent, pour certaines races comme le Border Collie, développer jusqu'à 1000 ordres. Donc c'est vraiment en fonction de ce qu'on veut faire de son chien qu'on va choisir la race de son chien. Si on veut juste un chien de canapé, le Cavalier King Charles est parfait. Et si on veut un chien de défense ou de protection, on va prendre un chien plus imposant, plus grand, un berger allemand par exemple. Voilà. Après, il faut savoir ce qu'on veut soi, ce qu'on aime soi et ce qu'on aime faire avec son animal, ce qu'on va vouloir faire comme activité au quotidien. Est-ce que c'est du vélo, de la balade? Voilà, il y a des gens, des cavaliers qui vont prendre des chiens spécifiques aux cavaliers, par exemple, pour qu'ils les suivent en balade, parce que c'est des chiens qui n'ont pas peur de ces gros animaux. Et voilà. Alors justement, quand on veut adopter un chien, quelles sont les questions à se poser ? Alors les questions à se poser, c'est réellement est-ce qu'on va avoir déjà la disponibilité sur sa durée de vie complète, Un chien, ça ne s'abandonne pas. On voit encore beaucoup trop d'abandon à la saison des vacances. Là, on est en plein juillet-août. Vous pouvez aller dans n'importe quel SPA ou appeler n'importe quelle association de protection féline ou canine. Ils vont vous dire on est débordé. Parce qu'il y a eu des naissances, donc les animaux non stérilisés, parce qu'il y a eu des abandons. Donc déjà, se projeter sur toute sa vie et toute la vie de l'animal. Est-ce qu'on va encore pouvoir subvenir à ses besoins? Est-ce qu'on va encore avoir envie de le voir tous les jours? Est-ce qu'on va supporter son odeur? Est-ce que si je me mets en couple, la personne ne va pas être allergique? Et dans ces cas-là, qu'est-ce que je ferais? Est-ce que je pourrais partir en vacances? Est-ce que je pourrais amener mon animal? Est-ce que mon budget, si je tombe au chômage ou quoi, fera que je pourrais quand même subvenir aux besoins élémentaires de mon animal? L'amener chez le vétérinaire, lui donner à manger, lui acheter des jouets, que sais-je. Donc c'est comme faire le choix quelque part de devenir parent. Là on devient parent quelque part d'un être vivant qui n'a pas réclamé à être avec vous, mais qui va supporter votre vie et votre quotidien.
Donc pour lui redonner satisfaction et que tout se passe bien, il faut déjà se projeter, être sûr de pouvoir s'en occuper toute sa vie au quotidien. Deuxième chose, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut faire avec cet animal, pourquoi on le prend. Alors, dans le cas d'une personne aveugle qui prend un chien d'aide voilà, pour le quotidien, la question ne se pose pas, c'est vraiment une notion d'assistance, en plus de l'affectif, en plus du social, c'est un animal qui va les aider et qui va être utile. Dans le cas de particuliers qui veulent juste un animal pour, entre guillemets, se faire plaisir, il faut savoir qu'est-ce qui leur fait plaisir au départ. Moi, j'adore, par exemple, aller faire du vélo, j'adore aller faire du cheval, j'adore danser, j'adore faire du ski hors-piste, qu'importe. Chacun a sa passion et chaque personne va pouvoir trouver une race spécifique qui est parfaitement adaptée à ses besoins, à ses envies, à ses désirs. Si on est quelqu'un qui n'aime pas trop sortir, qui ne veut pas trop d'activités dehors, qui se dit « bon, l'hiver, quand il neige, j'aurais peut-être pas envie de sortir mon chien », peut-être il vaut mieux se tourner vers un chat. Il n'y a pas de mal et ça peut être très très intéressant aussi, même pour des gens qui n'ont pas cette affinité au départ avec le chat en disant non, c'est trop indépendant, etc. Il faut voir aussi une différence entre un chat de maison qui va avoir tout un jardin pour faire sa vie et un chat d'appartement qui va être plus sur l'humain et plus peut-être proche de l'humain au quotidien. Donc il va apporter aussi beaucoup de choses. Mais je pense donner un travail aussi à son chien, un travail quotidien, comme lui apprendre à, je sais pas, ramener le journal, ramener les chaussons, les choses qu'on faisait auparavant, sont intéressantes au-delà du coucher assis debout revient, parce que ça va aider psychologiquement l'animal à s'occuper aussi dans son quotidien, parce qu'en appartement notamment, ils peuvent s'ennuyer et développer des dépressions. Donc lui donner un rôle autre que juste support émotionnel, ça peut être très bon pour sa psychologie et pour l'harmonie dans le foyer. Comme un enfant en fait. Oui, tout à fait. Oui, oui. Des objectifs oui. à son niveau. Effectivement, on peut laisser un enfant devant la télé toute la journée. Mais est-ce que ça va l'épanouir? Est-ce qu'il va se sentir bien? Est-ce qu'il va rire de bon cœur et avoir des bonnes performances à l'école? On ne sait pas, mais voilà, ça sera peut-être différent de si on lui propose un jeu de société, un livre qu'on va lire avec lui, ou une activité sportive où on va l'accompagner et le faire évoluer. Par exemple, il y a pour les chiens l'agility, qui est une activité qu'on pratique avec son chien, qui fait sortir, qui fait faire du sport et qui apporte un petit challenge dans le quotidien du chien. Et le chien aime particulièrement faire plaisir à son maître, donc il ne faut pas hésiter à lui offrir ses opportunités, de montrer ses talents, ses capacités, sa volonté d'apprendre et d'être un lien fort avec le monde au travers de son animal. Et quand on choisit un chien, justement, pareil, même question qu'avec le chat, où est-ce qu'on peut se diriger? Quels sont les critères à prendre en compte, les questions à se poser? Alors toujours l'éleveur, c'est bien d'être conseillé sur l'éleveur. Par exemple, quelqu'un qui a déjà adopté chez un éleveur, qui va pouvoir vous montrer son animal, son développement tout au cours de sa vie. Il y a des éleveurs professionnels de très grande qualité. Il faut veiller à ce que cette personne connaisse le système d'imprégnation, donc c'est-à-dire qu'on va montrer dans les premiers mois de vie aux chiens tous les types de personnes qui existent, les enfants, les petits, les bébés, les grands, les personnes âgées, etc. Et on va lui montrer aussi tout ce que dans l'environnement il va pouvoir rencontrer. Si par exemple on va adopter en ville, c'est peut-être plus délicat d'aller chercher un chien à la campagne parce qu'il n'aura pas habitude des échafaudages, des bruits des klaxons, des bus, des mobylettes, de tout l'environnement sonore et visuel qu'il va être amené à rencontrer en ville. Donc choisir l'éleveur avec soin pour être sûr aussi du développement de son animal futur et aussi au niveau, je dirais, même des croisements. C'est-à-dire que lorsqu'on va choisir un animal pure race, il faut savoir qu'il y a, selon les races, des faiblesses physiques qui peuvent se développer parce qu'il y a eu trop de croisements dans la même race. Je pense notamment aux bergers allemands qui ont eu des soucis de hanches parce que pour les concours, il fallait qu'ils aient le dos penché comme ça. Et donc du coup, on a affaibli quelque part la race en faisant des croisements que de chiens qui avaient le dos qui penchait. Donc c'est valable pour d'autres races, pour d'autres types de chiens, avec d'autres types de pathologies, pour les chats également, pour les Maine Coon par exemple. Donc il ne faut pas hésiter à demander le pédigré complet
si on prend un chat vraiment de pure race, ou sinon à se tourner carrément vers un chat qui n'est pas de race, qui va être croisé, ou un chien. Mais en étant plus sûr qu'il y aura moins cette faiblesse génétique en lui. Donc ça, c'est une chose. Et puis, donc je recommande aussi l'adoption, bien sûr, autant que faire se peut un animal jeune, parce que voilà, on va pouvoir encore changer les choses, façonner des choses. Maintenant, si on souhaite prendre un animal, quel que soit son âge, il va pouvoir s'adapter. L'intérêt, c'est de connaître quand même un petit peu son passé, si on peut, pour savoir si justement il n'y a pas eu de traumatisme d'antécédents, voilà, de précédents où il aurait pu développer des pathologies. Ouais. Et alors justement, à partir de quel âge on peut adopter un chien ? Et quels sont les conseils un peu de base, même s'il y a plusieurs races de chiens, pour bien éduquer son chien petit ? Alors, on peut l'adopter à partir de 3 mois. Auparavant, c'est bien qu'il soit resté avec la mère et la fratrie et un environnement adapté, donc enrichi par l'éleveur, pour découvrir justement tout ce qu'il va découvrir après dans sa vie. Donc, il y a déjà eu ce travail. À partir de 3 mois. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il y a à faire ? Donc déjà, lui proposer un foyer accueillant, donc sécurisé. Toujours veiller, tant qu'il n'y a pas eu le rappel qui a été appris, de garder une laisse, de garder donc un contact avec son chien lorsqu'on sort. Si on le lâche dans un environnement protégé, évidemment. La nourriture, donc moi je recommande toujours la case vétérinaire, indispensable de toute façon, pour connaître la marque de croquettes qui va lui être le plus adaptée spécifiquement. Donc si c'est un chien de grande taille, en fonction de sa taille, selon sa race, selon les spécificités de sa race et selon son type, donc est-ce que c'est un animal stérilisé ou pas. Est-ce que c'est un animal en gestation ou pas, est-ce qu'il a les poils longs, est-ce qu'il a des problèmes de dentition, de choses comme ça. Donc si on est prévenu dès le départ, on va donner tout de suite la bonne alimentation. Vaut mieux prendre des choses de qualité parce qu'au final, ça se retrouve dans le temps, on s'y retrouve parce que si on prend des croquettes de mauvaise qualité, l'animal va développer des maladies physiques, donc il faudra repayer derrière du vétérinaire et des soins et des médicaments. Donc autant commencer avec des produits de qualité et les garder tout au cours de sa vie. Surtout que c'est pas beaucoup plus cher, voire moins cher parce que les quantités sont moindres, la qualité est meilleure. Donc une bonne alimentation, des jeux, évidemment, un programme d'activité. Pour un chien, il y a l'école du chiot par exemple, donc ça c'est un organisme qui va voilà, un dresseur professionnel qui va pouvoir vous aider à prendre des cours collectifs, par exemple de dressage. Le dressage, c'est important pour tous les chiens. Je veux dire, il n'y a pas... puisque c'est un pinscher nain, il est tout petit, il ne peut pas mordre quelqu'un, donc il n'y a pas de raison de le dresser. Non, tous les chiens méritent ce dressage, cet abécédaire du langage humain pour bien le comprendre et pour soi-même bien se faire comprendre. Parce que tout le monde n'a pas cet instinct né de donner des ordres et de savoir être un maître juste, de savoir dire non, stop, de savoir réprimander aussi de manière juste, sans excès et sans traumatiser l'animal, mais en lui faisant comprendre le bien, le mal, en quelque sorte. Quelles sont les qualités pour vous d'un bon maître, entre guillemets ? Alors un bon maître, il est inquiet de la santé physique mais aussi psychologique de son animal. Il va reconnaître chez lui des signes et des troubles rapidement parce qu'il aura ce sens de l'observation. Un bon maître, c'est quelqu'un qui aura justement fait l'effort d'apprendre à enseigner à son chien des choses, des ordres, lui faire faire des tours, lui faire faire des... c'est pas obligatoire que le chien donne la papate, simplement c'est bien de montrer qu'il fait partie de la vie de la vie de famille. Si par exemple il a une activité sportive, ce chien sera associé naturellement à cette activité. S'il part en vacances, le maître ne se voit pas partir sans son animal, il va trouver des moyens de partir avec lui. Un bon maître aussi, c'est un maître qui n'abandonne pas, tout simplement, qui va toujours trouver des solutions, même si
l'animal présente des troubles, il va faire appel par exemple à moi, comportementaliste, pour régler ces problèmes-là. Il va à chaque étape de la vie de l'animal s'adapter et adapter le niveau d'activité, et puis il va lui offrir un environnement protégé et sûr tout au long de sa vie pour son bien-être et son bien-être personnel aussi. Bien sûr. Et alors justement, le chien peut parfois avoir des troubles du comportement. Oui. Ce qu'on voit le plus couramment, je dirais, ça peut être de l'agressivité ou alors des aboiements intempestifs dans les jardins quand on passe devant et que les chiens n'arrêtent pas d'aboyer. Pareil, c'est le chien qui communique à travers ça, on va dire. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Comment on peut essayer influencer le chien? Les troubles sont variés. Ça peut aller effectivement de l'agressivité à la malpropreté, à la phobie, aux craintes, au refus d'obéir, aux fugues. Il n'y a pas une solution. Il y a des personnalités de maîtres, il y a des personnalités animales et il y a une communication entre les deux. Il y a un pont qui se crée et une seule voix qui va se créer. Si effectivement on laisse par exemple son chien dans le jardin, on le laisse la première journée, on le laisse aboyer la première journée. Le deuxième jour, le chien, évidemment qu'il va se remettre à aboyer puisqu'on lui a laissé faire cette activité, on lui a laissé à défaut d'autre chose. Comme on laisse un enfant devant la télévision par exemple à défaut d'autre chose, à défaut de lui dire tiens tu vas mettre la table. Voilà. Donc, donner à son chien les moyens de faire autre chose que ce qu'on ne veut pas qu'il fasse aussi. Donc, c'est s'investir, c'est donner du sens à son quotidien en le changeant, le variant, en ayant aussi des routines, mais en ayant aussi des surprises et des moments où il va pouvoir s'exprimer, s'épanouir et se sentir bien, tout simplement. Donc, les problèmes psychologiques que les animaux peuvent rencontrer sont à 99% traitable, selon moi. Même adulte? Même adulte. Simplement, ça va être plus long ou plus difficile pour certains si c'est ancré. Si ça fait très longtemps que ce problème existe, si les maîtres n'ont rien fait jusque-là, s'il y a vraiment une routine négative qui s'est mise en place, l'animal va avoir de lui-même beaucoup de difficultés à se sortir de ce faux pas tout seul. Comme un être humain. Comme un être humain, oui. Il a besoin d'une aide extérieure, d'un avis extérieur au foyer pour dire voilà, dans cette triangulation, il y a ça qui dysfonctionne. Parfois c'est quelque chose dans l'environnement. Ça peut être un parfum, une odeur, quelque chose qui va déranger par exemple un chat. Ça peut être l'animal des voisins qui va venir perturber un chien. On doit prendre en compte vraiment tout ce qui se passe autour de lui. Pas que la famille, mais aussi les gens que l'animal va rencontrer et l'espace dans lequel il va évoluer. Et alors vous avez une technique entre guillemets assez originale, vous utilisez les fleurs de bac aussi pour les animaux. Oui. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur les fleurs de bac et comment vous les utilisez avec les chiens et les chats? Alors elles viennent en complément de la thérapie comportementale, donc quand je viens pour un problème spécifique, effectivement, on commence par développer la thérapie comportementale. Les fleurs de bac viennent en soutien de cette thérapie, c'est-à-dire qu'elles vont aider l'humeur de l'animal pour qu'il crée ce changement de lui-même et naturellement, qu'il ait une facilité à ce moment-là pour revenir vers un état normal. Donc ça va jouer sur l'humeur, les fleurs de bac. C'est très infime, on met ça dans la gamelle d'eau de l'animal tout au long de sa journée. Donc c'est un effet diffus très doux, mais qui vient juste en complément. On ne peut pas se dire on va soigner uniquement avec des fleurs de bac, mais on va rendre disponible l'être qui va prendre ces fleurs de bac pour passer à ce changement attendu. Dans un cas de malpropreté, on va utiliser certaines fleurs pour le chat, par exemple, qui marchent très très bien en 10 à 15 jours. Bon, une florathérapie peut durer jusqu'à 1 mois et demi, mais on va avoir des effets rapidement, 1 semaine, 10 jours, 15 jours. Et l'animal ne ment pas, c'est-à-dire qu'on va tout de suite le voir sur lui qu'il y a un effet, il y a quelque chose de changé. Et c'est dans son humeur, c'est pas dans sa manière d'être, ou c'est vraiment dans son ressenti.
Et donc on va l'aider à se sentir mieux avec des fleurs adaptées à sa personnalité, à ses besoins spécifiques du moment. Donc ça peut changer d'une année à l'autre. L'animal peut avoir besoin d'autres types de fleurs pour un autre type de problème. Voilà. Et le chat, ça marche aussi bien sur les chats que sur les chiens, que sur tout type d'animaux, les humains et les plantes. Alors si on veut plus d'informations et surtout si on a envie de vous consulter, on peut aller sur votre site. Est-ce que vous pouvez nous rappeler votre adresse? Oui, alors c'est www.comportementaliste-animalier.com. Parfait, merci beaucoup Anne-Claire pour toutes ces informations très intéressantes sur les chiens et les chats. Je vous en prie. Et puis merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt.